Bonjour tout le monde et bienvenue sur un épisode, le premier, de Et ça parle. Et aujourd'hui, ça parle spin-off, préquel, séquel. Nous allons d'abord parler des histoires en elles-mêmes, car il est bon de rappeler en quoi ça peut être bien de pondre quelque chose de correct. La plupart du temps, ça se résume à la cohérence, à l'attachement des personnages, au fait que l'histoire est bien ficelée, ou encore, tout simplement, si l'histoire est prenante. Car il est clair que si on se fait chier, on ne va pas lire ou regarder longtemps la série ou le livre. C'est plus ou moins clair ça, pour tout le monde. Or, les séquelles, les préquels et les spin-offs font partie de l'univers étendu. L'univers étendu qui participe grandement à l'œuvre. Car ça dit en gros ce qu'est le monde à côté. Pour les spin-offs, en général, ça se base sur un personnage. Car soit il est trop cool, et donc pour les fans ils le font, soit c'est vraiment un personnage important qui mérite d'avoir une série ou un livre à lui. Ce qui fait que tout ça réuni fasse un univers complet et crédible. Des fois il y a aussi les préquels, donc les préquels qui elles servent à dire ce qu'il y avait avant l'histoire, à ce qu'il y avait avant les événements. Par exemple, Bilbo le Hobbit, qui sert on peut s'en servir pour dire ce qu'il y avait avant le Seigneur des Anneaux. Ou Sens et Oméga, qui lui est une séquelle, qui dira donc ce qu'il y a après. Ce qui dit que Mars, après le combat contre Hadès, a décidé d'attaquer. Et Mars, le dieu de la guerre, pas les chocolats. Hein. Cette blague était nulle. On est d'accord là-dessus, j'imagine. Donc nous allons nous pencher sur les spin-offs pour le moment. Donc les spin-offs, c'est l'univers étendu présent. Pour moi en tout cas. Je vais le définir comme ça. Ce qui fait un bon spin-off, c'est le fait qu'il apporte quelque chose. Ce qui n'en fait des fois pas un bon. Des fois, c'est pas un bon contenu, mais c'est un bon spin-off. Des fois, c'est un bon contenu, mais c'est un mauvais spin-off. Ça arrive. Même si le premier cas est un peu moins probable, car quand c'est un bon spin-off, en général, c'est qu'il y a du bon contenu. Même si, des fois... Par exemple, la série des Pokémon Donjons Mystère, oui, on va pas parler que de série, est un mauvais spin-off. Il n'apporte rien, malgré que ces jeux soient juste géniaux. Il en va de même pour les Final Fantasy Crystal Chronicles, qui n'apporte pas grand chose au final à l'histoire. Et qui, même si la série des Final Fantasy sont décousus, aucun des héros des Crystal Chronicles ne s'est retrouvé dans un Dissidia. Ce qui nous fait bien penser que c'est un spin-off plus qu'une histoire principale. Dissidia est un jeu pour les fans de Final Fantasy. Si vous n'êtes pas fan de Final Fantasy, ne touchez pas à Dissidia, ça malgré que ce soit sympa, c'est surtout pour ça. Et donc nous avons aussi les préquels, comme je l'ai dit, Bilbo le Hobbit par exemple, qui est avant le Seigneur des Anneaux, 60 ans précisément si je me souviens bien. Ce qui nous fait poser des questions sur l'âge de Gandalf. Ce qui est pas étonnant vu que les gens peuvent vivre très longtemps dans le Seigneur des Anneaux. S'ils meurent pas à la guerre. Bref. Nous avons aussi divers préquels comme Saint Seiya The Lost Canvas par exemple. Pour reprendre cet exemple là, The Lost Canvas est une préquelle. Et une très bonne préquelle. Parce que ça remonte à la dernière guerre sainte qu'ils avaient brièvement évoquée dans l'arcade de Saint Seiya. Le normal. Ce qui, entre nous, m'a bien enchanté, surtout qu'ils ont décidé de changer d'aspect graphique, ce qui a bien réussi pour The Lost Canvas.
Après, pour Saint Omega, ils ont décidé de prendre un aspect graphique différent, mais proche, enfin. Cette séquelle est quand même des fois un peu bizarre dans ses choix artistiques, mais elle est néanmoins bonne. Qu'est-ce qu'il y a aussi en bonne... Alors, en bonne séquelle, j'imagine qu'il y a... par exemple, Castlevania Lord of Shadow 2, qui est meilleure séquelle à l'histoire de Castlevania Lord of Shadow que les DLC, qui se résume juste le combat de Gabriel en mode soldat désabusé contre... ça s'appelle comment déjà ? Je me souviens plus. Et donc, nous avons aussi... comme spin-off cette fois-ci de la série Castlevania Lord of Shadow, je précise, Mirror of Fate, qui est un bon spin-off car il apporte un entre-deux aux séries malgré ce un spin-off. Car Gabriel n'est pas le héros. Vous comprenez ? Qui apporte néanmoins un bon pendant en fait, un bon entre-deux, un bon chapitre entre les deux qui est assez conséquent et qui explique pas mal de choses quand on a joué aux deux Castlevania. Sans pour autant être indispensable. C'est aussi ça la force d'un spin-off. C'est que ça sait ajouter des informations sans être indispensable. Ce qui en fait un bon spin-off. Après, il y a les spin-offs qui sont pas indispensables et les spin-offs tout à fait dispensables. Et donc, ce qui fait que quand il y a un spin-off tout à fait dispensable, c'est fait en général pour l'argent, pour profiter d'une licence. Et ça, c'est moins bien que si c'est un spin-off fait vraiment pour l'histoire en elle-même. Par exemple, Star Wars The Clone Wars était pas mal. Mais, c'était... Ça fait quand même partie d'un produit dérivé de Star Wars, entre guillemets. Par exemple... En fait, on pourrait comparer, c'est comme ça. Vous avez les spin-offs figurines, qui sont des produits dérivés à part entière, et il y a les spin-offs pour l'histoire, qui sont vraiment de bons spin-offs. Il en va de même pour les préquels et les séquelles. Il y a vraiment les préquels pour en rajouter et faire de l'argent, et les préquels pour apporter un avant à l'histoire, un univers étendu consistant. Ce qui va avec la séquelle, dans l'autre sens, un après et un univers étendu d'après consistant. Sur ce, je m'en vais, et n'oubliez pas, et que ça parle.